L'ombre de Xutal. Ses plans pour fonder les tribus des collines en une armée unique échouent. Conan s'en retourne à travers les royaumes d'Hyrcanie et de Turan, évitant les patrouilles du roi Yezdigerd, partageant la tente de ses anciens compagnons kozáki. De grandes batailles font rage à l'ouest. Flairant des pâturages plus verdoyants et un butin plus intéressant, Conan se dirige vers les royaumes iboriens. Almuric, prince de Kos, s'est rebellé contre Strabonus, le roi détesté. Il a levé une formidable armée, venue de tous les horizons, et Conan se range à ses côtés. Mais les souverains voisins du royaume de Strabonus viennent à son secours. La cause des rebelles échoue, et l'armée bigarrée d'Amulric est repoussée vers le sud. Ils se feraient un chemin à travers le pays de Shem, franchissent les frontières de la Stygie, et pénètrent dans les prairies de Couche. Là ils sont défaits et massacrés par les forces coalisées des royaumes noirs et stygiens, aux confins du désert septentrional. Conan est l'un des rares survivants. Partie 1. Le désert luisait faiblement, balayé d'ondes de chaleur. Conan, le Cimmérien, parcourut du regard le paysage désolé, et involontairement, porta le dos de sa main puissante à ses lèvres noircies. Ainsi dressé sur le sable, il ressemblait à une statue de bronze. Apparemment il était insensible au soleil meurtrier, bien que son seul vêtement soit un pagne de soie retenu par une large ceinture, à la boucle d'or, dans laquelle étaient passés un sabre et un poignard à large lame. Sur ses jambes robustes apparaissaient des blessures à peine refermées. À ses pieds se tenait une jeune fille, l'un de ses bras blancs entourant son genou, contre lequel sa chevelure blonde retombait. Sa peau blanche contrastait avec les membres endurcis et brunis de Conan. Sa courte tunique de soie, décolletée et sans manches, ceinte à la taille, soulignait plus qu'elle ne la dissimulait son corps souple. Conan détourna la tête en clignant des yeux. L'éclat du soleil l'avait à moitié aveuglé. Il sortit une petite gourde de sa ceinture, et, en l'agitant, il se renfrogna en entendant le faible clapotis qui lui parvint. La fille eut un geste las et se mit à sangloter. « Oh, Conan, nous allons mourir ici. J'ai si soif !» Le Cimmérien grogna, sans prononcer une parole, regardant d'un air féroce les étendues arides qui l'entouraient, la bouche ouverte. Ses yeux bleus brûlaient d'une flamme sauvage sous sa crinière noire enchevêtrée, comme si pour lui le désert était un ennemi tangible. Il se pencha et porta la gourde vers les lèvres de la jeune fille. « Bois, jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter, Natala, » ordonna-t-il. Elle but en poussant de petites exclamations étranglées, et il ne lui dit pas de s'arrêter. Ce n'est que lorsque la gourde fut vide qu'elle comprit qu'il l'avait délibérément laissé boire toute l'eau, malgré la faible quantité qu'il leur restait. Des larmes jaillirent de ses yeux. « Oh, Conan !» gémit-elle, en tendant ses mains. « Pourquoi m'as-tu laissé boire toute l'eau? Je ne savais pas. À présent, il n'y en a plus pour toi. »« Silence !» grogna-t-il. « Ne gaspille pas tes forces à te lamenter. » Se redressant, il jeta la gourde au loin. « Pourquoi as-tu fait cela ?» chuchota-t-elle. Il ne répondit pas, restant immobile, ses doigts se refermant lentement sur la poignée de son sabre. Il ne regardait pas la jeune fille. On aurait dit que ses yeux farouches évaluaient les mystérieuses brumes pourpres s'échappant au loin. Possédant tout l'amour féroce du barbare pour la vie et l'instinct de survie, Conan le Cimmérien comprit cependant qu'il était arrivé au bout de sa route. Il n'avait pas encore atteint les limites de sa résistance, mais il savait qu'un jour de plus passé sous le soleil impitoyable de ces régions désertiques, sans eau, l'achèverait. Quant à la fille, elle avait suffisamment souffert. Mieux valait un coup d'épée rapide et sans souffrance que la lente agonie qui l'attendait. Sa soif était momentanément assouvie. Ce serait une fausse miséricorde de la laisser souffrir jusqu'à ce que le délire et la mort lui apportent un dernier soulagement. Lentement, il tira son sabre de son fourreau. Il s'immobilisa soudain, se raidissant. À l'horizon, vers le sud, quelque chose brillait au milieu des ondes de chaleur. Il crut tout d'abord à une hallucination, à l'un des mirages de ce maudit désert qui s'était moqué de lui et qui le rendait fou. Protégeant ses yeux éblouis par le soleil, il découvrit des tours et des minarets, des murs étincelants de lumière. Il garda les yeux fixés dans cette direction, l'air farouche, attendant que cette vision s'évanouisse. Natala avait cessé de sangloter. Elle se redressa lentement sur ses genoux, et suivit son regard. « Est-ce une ville, Conan ?» chuchota-t-elle, trop désespérée pour y croire. « Ou bien n'est-ce qu'une illusion ?»
Le Cimmérien ne répondit rien sur le moment. Il ferma et rouvrit les yeux plusieurs fois de suite. Il détourna son regard, puis de nouveau regarda. La ville se dressait toujours à l'endroit où il l'avait aperçue la première fois. « Le diable seul le sait, » gronda-t-il. « Cela vaut la peine, cependant, d'aller s'en rendre compte. » Il remit son sabre dans son fourreau. Puis, se baissant, il prit Natala dans ses bras puissants, comme si elle avait été une enfant. Elle résista faiblement. « Ne gaspille pas tes forces à me porter, Conan, plaida-t-elle. « Je peux marcher. » Le sol est rocailleux par ici. Tu aurais bientôt réduit tes sandales en lambeaux, dit-il, regardant vers ses fines sandales vertes. De plus, si nous voulons arriver jusqu'à cette ville, nous devons le faire rapidement, et je gagnerai du temps ainsi. Cette possibilité inattendue d'échapper à la mort avait redonné de nouvelles forces et un nouveau ressort aux muscles d'acier du Cimmérien. Il se mit à avancer à grands pas, à travers les étendues de sable, comme s'il venait tout juste de commencer cette marche. Ce barbare entre les barbares possédait la vitalité et l'endurance nécessaires à un monde sauvage, et qui lui permettait de survivre là où des hommes civilisés auraient péri irrémédiablement. Lui et la fille étaient, autant qu'il le sache, les seuls survivants de l'armée du prince Amulric, constituée par la Horde, haute en couleur, qui, suivant le prince rebelle de Kos dans sa défaite, avait traversé le pays de Shem, telle une tempête de sable dévastatrice, mettant à feu et à sang les contrées reculées de la Stygie. Avec une armée stygienne à ses trousses, cette armée s'était frayé un chemin à travers le sombre royaume de Couche, pour finir par être décimée aux confins du désert septentrional. Conan la comparait dans son esprit à un grand torrent dont le flot avait diminué peu à mesure qu'il s'élançait vers le sud, finissant par se tarir dans les sables du désert aride. Les ossements de ceux qui avaient parti de cette armée, mercenaires, proscrits, hommes déchus, hors la loi, jonchaient le sol, depuis les plateaux de Kos jusqu'aux dunes du désert. Au moment de la tuerie finale, lorsque les Stygiens et les Kushites s'étaient rejoints, se refermant sur les débris de l'armée prise au piège, Conan s'était ouvert un chemin à coups d'épée, s'enfuyant sur un chameau avec la jeune fille. Derrière eux, le pays fourmillait d'ennemis. Le seul chemin qui leur restait ouvert était le désert, vers le sud. Il s'était enfoncé au cœur de ces étendues hostiles. La fille était originaire de Brithunie. Conan l'avait trouvée dans le marché d'esclaves d'une cité chémite conquise, et il se l'était appropriée. Elle n'avait pas eu la possibilité de refuser. Mais sa nouvelle situation était tellement plus enviable que le sort de toute femme iborienne vivant dans les serails chémites qu'elle l'avait acceptée avec joie. Et c'est ainsi qu'elle avait partagé les aventures de la horde damnée d'Amulric. Pendant des jours, ils avaient fui, s'enfonçant dans le désert, poursuivis avec tant d'acharnement par les cavaliers stygiens que, lorsque ces derniers renoncèrent à les poursuivre, ils n'osèrent pas revenir en arrière. Ils continuèrent en avant, à la recherche d'eau, jusqu'à la mort de leurs chameaux. Alors ils avaient poursuivi à pied. Durant les derniers jours qui venaient de s'écouler, leur souffrance avait été très grande. Conan avait aidé Natala le plus possible. La rude vie des camps lui avait donné plus de force et de résistance que n'en possédait une femme ordinaire, mais malgré cela, elle était sur le point de s'effondrer. Le soleil frappait cruellement sur la chevelure noire embroussaillée de Conan. Des vagues successives de vertige et de nausées montaient dans son cerveau. Mais il serra les dents et continua de marcher résolument. Il était convaincu que la ville était une réalité et non un mirage. Ce qu'il trouverait là-bas, il n'en avait aucune idée. Les habitants pouvaient être hostiles. Néanmoins, c'était une chance à tenter, et il n'en demandait pas plus. Le soleil allait se coucher lorsqu'ils s'arrêtèrent devant la porte massive, reconnaissant pour l'ombre qu'elle leur donnait. Conan déposa à terre Natala et étira ses bras endoloris. Au-dessus d'eux, les murailles s'élevaient à plus de 30 pieds de hauteur, composées d'une substance lisse et verdâtre qui brillait, semblable à du verre. Conan examina avec soin les parapets, s'attendant à une sommation des sentinelles, mais il ne vit personne. Impatienté, il poussa un cri et frappa la porte avec la poignée de son sabre. Seul lui parvint un écho sourd et moqueur. Natala vint se réfugier auprès de lui, effrayée par le silence. Conan poussa la grande porte et fit un pas en arrière en tirant son sabre, comme celle-ci s'ouvrait silencieusement vers l'intérieur. Natala poussa un cri étranglé. « Oh, regarde, Conan !» Juste derrière la porte était étendu un homme. Conan l'examina attentivement, puis regarda autour de lui. Il vit un grand espace vide, ressemblant à une cour.
bordée par des portes voûtées donnant sur des maisons bâties dans le même matériau verdâtre que les murailles extérieures. Ces constructions étaient de grandes dimensions, imposantes et surmontées par des dômes et des minarets étincelants. Aucun signe de vie ne leur parvint. Au milieu de la cour s'élevait la margelle d'un puits. Cette vision fit à Conan l'effet d'une piqûre, alors que sa bouche était empâtée de poussière sèche. Saisissant le poignet de Natala, il lui fit franchir la porte, puis la referma derrière eux. « Est-il mort » chuchota-t-elle, en désignant, toute tremblante, l'homme qui était étendu devant la porte. Le corps était celui d'un homme grand et fort, apparemment dans la force de l'âge. Sa peau était jaune, ses yeux légèrement obliques. Pour le reste, l'homme différait peu du type iborien. Il portait une tunique de soie pourpre et des sandales à lanières, ainsi qu'une courte épée, dans un étui aux incrustations d'or, accroché à sa ceinture. Conan toucha le corps. Il était froid. Il ne montrait plus aucun signe de vie. « Il ne présente pas de blessure, » grogna le Cimérien. « Mais il est aussi mort qu'Amulric, avec 40 flèches stygiennes enfoncées dans le corps. Par Crom! Allons jusqu'au puits. S'il contient de l'eau, nous allons boire, cadavre ou non. » Il y avait de l'eau dans le puits, mais il ne pouvait en boire. Le niveau de l'eau était en effet une bonne 50aine de pieds au-dessous de la margelle, et il n'y avait rien pour la puiser. Conan poussa un juron obscène, rendu furieux de voir cette eau hors de sa portée. Il se préparait à aller chercher un ustensile quelconque qui lui permettrait de tirer de l'eau, lorsqu'un hurlement de Natala le fit se retourner. Le mort présumé accourait vers lui, les yeux brillants d'une vie indiscutable, sa courte épée étincelant dans sa main. Conan jura, stupéfait, mais ne perdit pas de temps à se livrer des conjonctures. Il frappa son assaillant d'un revers terrible de son sabre, qui traversa la chair et les os. La tête de l'homme fit un bruit sourd en tombant sur les dalles. Le corps chancela, comme ivre. Un flot de sang jaillit de sa jugulaire tranchée, puis il s'effondra lourdement. Conan abaissa son regard vers lui, en jurant doucement. « Ce gaillard est aussi mort à présent qu'il l'était, il y a quelques instants. Dans quelle cité de fous nous sommes-nous fourvoyés ?» Natala, qui s'était couvert les yeux de ses mains, regarda entre ses doigts et eut un frisson de peur. « Oh, Conan! Les gens de cette ville ne vont-ils pas nous tuer à cause de cela ?»« Mais, grogna-t-il, cet individu nous aurait tués si je ne lui avais pas tranché la tête. » Il regarda vers les arches voûtées qui s'ouvraient sinistrement dans les murs verts au-dessus d'eux. Il ne décela aucun mouvement, n'entendit aucun bruit. « Je ne pense pas que quelqu'un nous ait vus, » murmura-t-il. « Je vais dissimuler ce témoin gênant. » D'une main, il souleva le corps flasque par la ceinture, et saisissant la tête par ses longs cheveux de l'autre, il amena les lugubres restes vers le puits, les portant et les tirant à moitié. « Puisque nous ne pouvons pas boire cette eau, » grinça-t-il avec rancune, « je veux que personne d'autre n'ait ce plaisir. Alors au diable cette maudite source !» Il poussa le corps par-dessus la margelle de puits et le laissa tomber. Puis ce fut le tour de la tête. Le bruit sourd du corps, heurtant la surface de l'eau, leur parvint du fond du puits. « Il y a du sang sur la pierre !» chuchota Natala. « Il y en aura davantage si je ne trouve pas de l'eau immédiatement !» gronda le Cimérien, dont la maigre réserve de patience était presque épuisée. La fille avait oublié sa faim et sa soif, sous l'effet de la peur, mais pas Conan. « Nous allons entrer par l'une de ces portes, » dit-il. « Nous finirons bien par trouver quelqu'un. »« Oh, Conan !» gémit-elle en se serrant contre lui le plus possible. « J'ai peur. Cette ville est habitée par des esprits et des morts. Repartons dans le désert. Mieux vaut mourir là-bas que d'affronter ces épouvantes. »« Nous irons dans le désert lorsqu'ils nous auront chassés hors des murs de cette cité, » grogna-t-il. « Il y a bien de l'eau quelque part dans cette ville, et je la trouverai, même si je dois tuer tous ceux qui l'habitent. »« Mais que ferons-nous s'ils reviennent à la vie ?» murmura-t-elle. « Alors je continuerai à les tuer jusqu'à ce qu'ils soient bien morts, » dit-il sur un ton cassant. « Viens, cette porte est aussi bonne qu'une autre. Reste derrière moi, mais ne cours pas, à moins que je ne te le dise. » Elle acquiesça dans un murmure, et le suivit de si près qu'elle marchait sur ses talons, à sa grande irritation. Le crépuscule était tombé, projetant des ombres pourpres sur l'étrange cité. Ils franchirent le seuil d'une porte qui était ouverte, et pénétrèrent dans une vaste pièce dont les murs étaient couverts de tapisseries de velours, aux dessins finement brodés. Le sol, les murs et le plafond étaient faits de cette pierre verte, lisse comme le verre. Les murs étaient décorés de frises d'or. Des fourrures et des coussins de satin étaient éparpillés sur le sol.
Plusieurs portes donnaient sur d'autres pièces. Ils continuèrent et traversèrent ainsi plusieurs autres pièces, identiques à la première. Ils ne virent personne, mais le cimérien grogna avec méfiance. Quelqu'un se trouvait ici il n'y a pas longtemps de cela. Ce divan conserve encore la chaleur d'un corps humain. Ce coussin de soie gardait l'empreinte des hanches de celui qui s'était adossé, et une légère odeur de parfum flotte dans l'air. Une atmosphère curieuse, irréelle, régnait sur ces pièces. La traversée de ce palais obscur et silencieux ressemblait à un rêve engendré par l'opium. Certaines pièces n'étaient pas éclairées. Ils les évitèrent. D'autres étaient baignées d'une douce et étrange lumière, qui semblait émaner de pierres précieuses incrustées dans les murs, formant d'étranges dessins. Soudain, comme il pénétrait dans l'une de ces pièces éclairées, Natala poussa un cri et agrippa le bras de son compagnon. En jurant, celui-ci se retourna, cherchant un ennemi du regard, déconcerté de n'en apercevoir aucun. « Qu'y a-t-il » gronda-t-il. « Si tu m'attrapes encore de cette façon, le bras qui me tient mon épée, je t'écorche. Tu veux que je te tranche la gorge? Pourquoi as-tu crié? »« Là, regarde » dit-elle d'une voix tremblante en tendant le doigt. Conan grogna. Sur une table d'ébène poli était disposée une vaisselle d'or, contenant apparemment à boire et à manger. La pièce était vide. « Eh bien, quel que soit celui pour qui ce festin était préparé, gronda-t-il, il devra aller manger ailleurs cette nuit. »« Pouvons-nous vraiment manger, Conan » avança la fille timidement. « Les habitements pourraient nous surprendre et... »« Liran manaman maolir » jura-t-il, en l'attrapant par la nuque et en faisant s'asseoir sans autre cérémonie sur une chaise dorée à un bout de la table. « Nous mourrons de faim si tu fais des objections. Mange !» Il prit la chaise qui se trouvait à l'autre bout et, s'emparant d'un gobelet de jade, le vida d'un trait. Il contenait une liqueur incarnate qui ressemblait à du vin, mais d'un goût particulier qui lui était inconnu. Pourtant, ce fut un véritable nectar pour son gosier desséché. Sa soif apaisée, avec un appétit rare, il s'attaqua à la nourriture qui se trouvait devant lui. Cette dernière lui parut également étrange. Des fruits exotiques et des mets inconnus. Les plats étaient remarquablement préparés. Il y avait aussi des couteaux et des fourchettes en or, délicatement ouvragés. Mais Conan les ignora. Il prit la nourriture avec ses doigts, et la déchira de ses dents solides. Les manières de se tenir à table du cimérien évoquaient plutôt la façon de faire d'un loup. À quelque moment que ce soit, d'ailleurs. Sa compagne, civilisée, mangeait beaucoup plus élégamment, mais tout aussi voracement. Il vint à l'esprit de Conan que la nourriture pouvait être empoisonnée. Mais cette pensée ne diminua pas son appétit. Il préférait mourir des suites d'un empoisonnement plutôt que d'inanition. Sa faim satisfaite, il se renversa en arrière, poussant un profond soupir de soulagement. Vu cette nourriture toute préparée, la présence d'êtres humains dans cette cité silencieuse devenait presque palpable. Et peut-être chaque recoin sombre dissimulait-il un ennemi aux aguets. Mais il ne ressentait aucune appréhension à ce sujet, ayant une grande confiance en sa puissance de combat. Bientôt il commença à avoir sommeil, et projeta d'aller s'étendre sur un divan proche pour faire un somme. Il n'en allait pas de même pour Natala. Elle n'était plus affamée, ni assoiffée, mais elle ne ressentait aucune envie de dormir. Ses yeux adorables restaient, en fait, grands ouverts, et examinaient craintivement les portes donnant sur la pièce, sorte de frontière de l'inconnu. Le silence et le mystère de cet endroit étrange la troublaient. La pièce lui semblait plus vaste, la table plus longue qu'elle ne l'avait cru tout d'abord, et elle s'aperçut qu'elle se trouvait plus éloignée de son protecteur farouche qu'elle ne le souhaitait l'être. Se levant rapidement, elle fit le tour de la table et s'assit sur ses genoux, jetant des regards nerveux vers les portes voûtées. Certaines étaient éclairées, d'autres non, et c'était celles qui n'étaient pas éclairées qu'elle fixait le plus longtemps. « Nous avons mangé, bu, et nous nous sommes reposés. Quittons cet endroit, Conan, dit-elle pressante. Il est maléfique, je le sens. Nous n'avons été aucunement inquiétés jusqu'à maintenant, commença-t-il de dire, lorsqu'un frôlement léger mais inquiétant lui parvint. Repoussant la jeune fille toujours assise sur ses genoux, il se leva avec la vive agilité d'une panthère, dégainant son sabre, et faisant face à la porte d'où le bruit lui avait paru venir. Il ne se renouvela pas. Aussi s'avança-t-il silencieusement dans sa direction. Natala le suivit, le cœur lui étreignant la gorge. Elle comprit qu'il soupçonnait un danger proche. Sa tête penchée en avant, enfoncée dans ses énormes épaules, Conan se glissa vers la porte, presque pliée en deux. Il ne faisait pas plus de bruit qu'un tigre à l'affût. Il s'arrêta sur le seuil. Natala, terrifiée, regardait en se cachant derrière lui. Il n'y avait pas de lumière dans la pièce, mais elle était en partie éclairée par la lumière de la pièce voisine qui la traversait
et qui se répandait dans une autre pièce encore. Et dans cette pièce, un homme était étendu sur un divan et baignait dans une légère lumière. Ils constatèrent qu'il ressemblait trait pour trait à l'homme que Conan avait tué devant les portes de la ville, bien que ses vêtements soient plus riches et décorés de bijoux qui scintillaient dans la pénombre. Était-il mort, ou ne faisait-il que dormir? De nouveau, le léger bruit sinistre se fit entendre, comme si l'on avait écarté une tenture. Conan recula, emmenant avec lui Natala, qui se cramponnait à lui. Il appliqua la main sur sa bouche juste à temps pour arrêter son cri perçant. De l'endroit où il se trouvait maintenant, il ne voyait plus le divan, mais il pouvait apercevoir l'ombre qu'il projetait sur le mur derrière lui. À présent, une autre ombre se déplaçait sur le mur, une tache noire, énorme, au contour flou. À sa vue, Conan sentit ses cheveux le picoter curieusement. Bien qu'elle soit certainement déformée, il pensa qu'il n'avait jamais vu un homme ou un animal projeter une telle ombre. Il était dévoré par la curiosité, mais quelque instinct le retint de s'élancer en avant. Il entendait les petits cris étouffés de Natala, qui regardait, les yeux dilatés. Aucun autre bruit ne vint troubler le silence tendu. La grande ombre recouvrit celle du divan. Pendant un long moment, sa masse sombre resta projetée sur le mur lisse. Puis elle se retira lentement, et de nouveau l'ombre du divan se dessina sur le mur, mais le dormeur n'était plus là. Un gargouillement hystérique monta de la gorge de Natala, et Conan la secoua pour l'avertir. Il fut conscient d'un froid glacial dans ses propres veines. Il ne redoutait aucun adversaire humain. Un danger compréhensible, même s'il était terrifiant, ne pouvait faire frissonner sa large poitrine, mais ceci dépassait ses connaissances. Au bout d'un moment, cependant, sa curiosité l'emporta sur son malaise. Il regarda de nouveau à l'intérieur de la pièce obscure, prêt à tout. Regardant dans l'autre pièce, il vit qu'elle était vide. Le divan apparaissait comme il l'avait vu la première fois, mais maintenant, il n'était plus occupé par un homme couvert de bijoux. Seulement, sur la couverture de soie, brillait une goutte de sang, ressemblant à une énorme pierre précieuse incarnate. Natala l'aperçut et poussa un léger cri, pour lequel Conan ne put la réprimander. De nouveau, il sentit la main glacée de la peur l'étreindre. Sur ce divan, un homme avait été étendu. Quelque chose s'était glissé dans cette pièce et l'avait emporté. Quelle était cette chose? Conan n'en avait aucune idée, mais une aura de terreur surnaturelle imprégnait ces pièces faiblement éclairées. Il décida de partir. Prenant la main de Natala, il fit demi-tour, puis hésita. Quelque part au loin, dans l'une des pièces qu'ils avaient traversées, résonna le bruit d'un faux pas. C'était un pied humain, nu ou chaussé de sandales légères, qui avait fait ce bruit. Conan, avec la prudence d'un loup, se rejeta rapidement sur le côté. Il estima pouvoir retourner dans la cour extérieure, en évitant la chambre d'où le bruit avait pu parvenir. Mais il n'avait pas encore traversé la première chambre qui se trouvait sur leur nouvel itinéraire, que le frémissement d'une tenture de soie les fit soudain se retourner. Dans une alcôve garnie de rideaux se tenait un homme qui les regardait attentivement. Il était absolument identique aux autres êtres qu'ils avaient rencontrés. Grand, bien fait, habillé de vêtements pourpres, avec une ceinture ornée de bijoux. Ses yeux n'exprimaient ni surprise, ni hostilité. Ils étaient rêveurs, comme ceux d'un mangeur de lotus. Il ne tira pas la courte épée qui pendait à son côté. Après un instant de grande tension, il parla sur un ton très détaché, dans une langue qu'ils ne comprirent pas. À tout hasard, Conan répondit en stygien, et l'étranger lui demanda dans la même langue. « Qui êtes-vous »« Je suis Conan, le Cimérien, » répondit le barbare. « Et voici Natala, originaire de Brithunie. Quel est le nom de cette ville ?» L'homme ne répondit pas tout de suite. Son regard rêveur et sensuel s'attarda sur Natala, et il dit d'une voix lente. « De toutes mes visions exquises, celle-ci la plus étrange. Ô fille aux cheveux d'or, de quel lointain pays des rêves viens-tu? D'Andara, de Totra, ou encore de Cus, ville de la ceinture étoilée? Quelle folie est cela? Grogna le Cimérien durement, ne goûtant guère les paroles et les manières de l'homme. L'autre ne fit pas attention à lui. J'ai rêvé de beauté encore plus parfaite, murmura-t-il. De femmes superbes, aux cheveux sombres comme la nuit, et aux yeux noirs contenant des mystères insondables. Mais ta peau est blanche comme le lait. Tes yeux sont aussi purs que l'aurore. Il y a en toi une fraîcheur et une délicatesse aussi exquises que le miel. Viens sur ma couche, petite fille de rêve. Il s'avança et tendit la main vers elle, mais Conan le repoussa avec une force qui aurait pu lui briser le bras. L'homme recula en chancelant.
tenant son membre endolori, et ses yeux se voilèrent. « Quelle rébellion d'esprit est-ce là » murmura-t-il. « Barbare, je te l'ordonne, va-t'en, disparais, dissipe-toi, évanouis-toi. »« Je vais faire disparaître ta tête de tes épaules » gronda furieusement le Cimmérien, son sabre étincelant dans sa main. « Est-ce là l'accueil que tu réserves à des étrangers ? Par Crom, je vais couvrir de sang ces tentures !» La rêverie disparut des yeux de l'autre, et fit place à un regard déconcerté. « Tog » proféra-t-il. « Vous êtes réel ? D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous à Xutal ?»« Nous venons du désert, » grogna Conan. « Affamés, nous sommes entrés dans cette cité au crépuscule. Nous avons trouvé un festin tout préparé, et nous l'avons dévoré. Je n'ai pas d'argent pour le payer. Dans mon pays, on ne refuse jamais à manger un homme qui meurt de faim. Mais vous autres, gens civilisés, devez vouloir un dédommagement. Si vous êtes comme tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Nous n'avons fait aucun tort, et nous allions justement partir. Par Crom, je n'aime guère un endroit où les morts ressuscitent, et où des hommes endormis disparaissent dans le ventre des ombres. » À ces derniers mots, l'homme sursauta violemment, et son visage jaune devint gris. « Qu'avez-vous dit ? Des ombres ? Dans le ventre des ombres ? » ?»« Eh bien, » répondit le Cimmérien prudemment, « j'ignore qu'il est la chose qui emportait un homme qui dormait sur un divan, ne laissant de lui qu'une tache de sang. »« Vous avez vu ? Vous avez vu ?» L'homme tremblait comme une feuille. Sa voix se brisa sur une note aiguë. « Seulement un homme endormi sur un divan, et une ombre qui l'a englouti, » répondit Conan. L'effet de ces mots sur l'autre fut épouvantable. Avec un hurlement horrible, l'homme fit demi-tour, et sortit en courant de la pièce. Dans sa hâte aveugle, il heurta le chambranle de la porte et tomba, se releva, puis s'enfuit à travers les chambres voisines, criant toujours à tue-tête. Stupéfait, Conan le suivit du regard. La fille tremblait en étreignant le bras du géant. Il ne voyait plus la silhouette qui s'était enfuie, mais il entendait toujours ces horribles cris, diminuant avec la distance, répercutés par l'écho sur les plafonds voûtés. Soudain, un cri plus fort que les autres éclata, puis cessa, aussitôt suivi d'un silence déconcertant. « Crom !» Conan essuya la sueur sur son front d'une main qui n'était pas très rassurée. « Cette ville est certainement habitée par des fous. Sortons d'ici avant de rencontrer d'autres démons. »« Tout ceci est un cauchemar !» sanglotait Natala. « Nous sommes morts et damnés. Nous sommes morts dans le désert, et nous trouvons à présent en enfer. Nous sommes des âmes dépouillées de leurs enveloppes terrestres. Oh !» Son exclamation fut provoquée par une claque retentissante que Conan venait de lui asséner. « Si une petite tape te fait hurler comme cela, c'est que tu n'es pas encore un esprit, » expliqua-t-il avec cet humour féroce qui se manifestait souvent en des moments inopportuns. « Nous sommes encore en vie, mais peut-être pas pour longtemps, si nous nous attardons encore dans cette maison hantée par le diable. Viens !» Ils n'avaient traversé qu'une seule pièce lorsque de nouveau ils s'immobilisèrent. Quelqu'un ou quelque chose approchait. Ils firent face à la porte d'où provenaient les bruits, attendant ils ne savaient quoi. Les narines de Conan frémirent, et ses yeux se rétrécirent. Il perçut la légère odeur de parfum qu'il avait notée un peu plus tôt dans la soirée. Une silhouette se découpa sur le seuil de la porte. Conan jura doucement. Natala ouvrit toute grande la bouche. Une femme, sur le seuil de la porte, les regardait avec étonnement. Elle était grande, svelte, avec un corps de déesse. Elle ne portait qu'une étroite ceinture incrustée de pierres précieuses. Une chevelure épaisse et brillante, noire comme la nuit, faisait ressortir la blancheur de son corps d'ivoire. Ses yeux noirs, ombragés par de longs cils bruns, étaient un abîme de mystère sensuel. Conan eut le souffle coupé par cette beauté, et Natala la regardait avec des yeux écarquillés. Le Cimmérien n'avait jamais vu une femme comme elle. La forme de son visage était stygienne, mais elle n'avait pas la peau foncée des femmes de Stygie qu'il avait connues. Ses membres avaient la blancheur de l'albâtre. Lorsqu'elle parla, d'une voix profondément mélodieuse, ce fut en stygien. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous à Xutal ? Qui est cette fille ?»« Qui êtes-vous » répliqua grossièrement Conan, vite lassé de devoir répondre à des questions. « Je suis Thalys, la stygienne, » répondit-elle. « Êtes-vous devenu fou pour venir par ici ?»« C'est ce que j'étais en train de penser, » gronda Conan. « Par Crom, si je suis sain d'esprit, je vais quitter immédiatement cet endroit, parce que tous les habitants sont des fous furieux. Nous arrivons du désert.
épuisés, mourant de faim et de soif. Et nous tombons sur un homme mort qui essaie de me poignarder dans le dos. Nous entrons dans un palais, superbe et luxuriant, bien qu'apparemment déserté. Nous trouvons un repas tout préparé, mais sans aucun hôte. Puis nous voyons une ombre engloutir un homme endormi. Il la regarda attentivement et vit que son visage se colorait légèrement. « Eh bien quoi ?» répliqua-t-elle, semblant reprendre le contrôle d'elle-même. « Je m'attendais seulement à ce que vous partiez en courant à travers les pièces en hurlant comme une folle, » répondit-il, « comme l'a fait l'homme à qui j'ai parlé de l'ombre. » Elle haussa ses minces épaules d'ivoire. « C'était donc la raison des cris que j'ai entendus. Eh bien, à chacun son destin. Il est stupide de crier comme un rat pris dans un piège. Quand Tog me réclamera, il n'aura qu'à venir me chercher. »« Qui est Tog ?» demanda Conan avec méfiance. Elle lui lança un long regard qui eut pour effet de colorer les joues de Natala et de lui faire mordre ses minces lèvres rouges. « Asseyez-vous sur le divan, et je vous le dirai, » répondit-elle. « Mais d'abord, dites-moi vos noms. »« Je suis Conan, le Cimérien, et voici Natala, originaire de Brithunie, » dit-il. « Nous sommes les seuls rescapés d'une armée qui a été anéantie aux frontières kushites, mais je n'ai aucune envie de m'asseoir sur ce divan, où des ombres sinistres pourraient surgir dans mon dos. » Avec un léger rire musical, elle s'assit, étirant ses membres gracieux avec un abandon étudié. « Rassurez-vous, » dit-elle. « Si Tog a jeté son dévolu sur vous, il viendra vous prendre où vous soyez. L'homme dont vous avez parlé et qui s'est enfui en hurlant, ne l'avez-vous pas entendu pousser un grand cri, suivi d'un long silence? Dans sa frénésie, il a dû courir tout droit vers ce qu'il cherchait à éviter. Personne ne peut échapper à son destin. » Conan grogna, évasif, mais il s'assit sur le rebord d'un divan, son sabre posé sur ses genoux, parcourant la chambre d'un regard méfiant. Natala vint se serrer contre lui, le tenant d'un air jaloux, ses jambes ramenées sous elle. Elle regardait l'étrangère avec soupçon et ressentiment. Elle se sentait médiocre, souillée de poussière et insignifiante devant cette beauté fascinante, et elle ne pouvait se méprendre sur le regard brillant de ses yeux noirs, qui se délectaient de chaque détail du corps bronzé du géant. « Quel est cet endroit? Et qui sont ces gens ?» demanda Conan. « Cette ville s'appelle Xutal. Elle est très ancienne. Elle fut élevée sur une oasis que les fondateurs de Xutal découvrirent au cours de leur périple. Ils venaient de l'Est. Il y a tellement longtemps de cela que même leurs descendants ne se souviennent pas de la date de leur arrivée ici. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ces palais semblent inhabités. »« Non, il y en a plus que vous ne pouvez le penser. La cité est en réalité un seul et immense palais. Chaque bâtiment est intérieurement relié aux autres. Vous pouvez vous promener dans ces salles pendant des heures et ne voir personne. À d'autres moments, vous rencontrerez des centaines d'habitants. »« Pour quelle raison ?» demanda Conan, mal à l'aise. Cela sentait trop la sorcellerie pour qu'il soit rassuré par cette explication. La plupart du temps, ces gens restent couchés et dorment. Leur vie rêvée est aussi importante, et pour eux aussi réelle, que leur vie éveillée. Vous avez entendu parler du lotus noir? Il pousse dans certains puits de la cité. Au cours des siècles, il a été cultivé jusqu'à ce que son suc produise, au lieu de la mort, des rêves magnifiques et fantasques. Ils consacrent la plus grande partie de leur temps à ces rêves. Leurs vies sont indéfinies. Elles vont à la dérive, sans aucun but précis. Ils rêvent, ils se réveillent, boivent, aiment, mangent et rêvent de nouveau. Ils finissent rarement ce qu'ils ont commencé. Ils abandonnent en cours de route et retombent dans le sommeil que leur procure le lotus noir. Ce repas que vous avez trouvé, sans aucun doute l'un d'eux s'est réveillé et a eu faim. Il a préparé ce repas pour lui-même, puis il n'y a plus pensé, et de nouveau est reparti rêver. « D'où provient leur nourriture ?» interrompit Conan. « Je n'ai aperçu ni champ ni vignoble à l'extérieur de la ville. Ont-ils des vergers, des enclos pour le bétail à l'intérieur même de la ville ?» Elle secoua la tête. « Ils obtiennent leur nourriture à partir des éléments premiers. Ce sont des savants remarquables lorsqu'ils ne sont pas sous l'influence de leurs fleurs à rêve. Leurs ancêtres qui bâtirent cette merveilleuse cité au milieu du désert étaient des géants intellectuellement. Et bien que la race soit devenue esclave de ces curieuses passions, certaines de leurs connaissances stupéfiantes subsistent encore aujourd'hui. Vous avez dû vous demander d'où venaient ces lumières. Ce sont des pierres précieuses fondues à du radium. Vous les frottez avec votre pouce pour qu'elles s'allument, et vous les frottez à nouveau, en sens inverse, pour qu'elles s'éteignent. Ce n'est qu'un exemple de leur savoir. Mais ils ont perdu le souvenir de nombreuses autres inventions. Ils accordent peu d'intérêt à la vie éveillée, préférant rester tendus,
plongé la plupart du temps dans un sommeil qui ressemble à la mort. Alors le mort, devant le portail, commença Conan. Il était certainement en train de dormir. Ceux qui dorment sous l'effet du lotus présentent les symptômes de la mort. Leur respiration est apparemment suspendue. Il est impossible de découvrir le moindre signe de vie. L'esprit a quitté le corps et erre à volonté à travers d'autres mondes merveilleux. L'homme devant le portail est un bon exemple de la vie irresponsable de ces gens. Il était le garde à la porte, car la coutume veut que des sentinelles soient désignés pour cette tâche, bien qu'aucun ennemi ne les ait jamais menacés du désert. Dans d'autres parties de la ville, vous trouverez d'autres gardes, certainement en train de dormir aussi profondément que l'homme devant le portail. Pendant un instant, Conan médita ces paroles. Où sont les gens en ce moment? Dispersés en différents endroits de la ville, étendus sur des divans de soie, dans des alcôves garnis de coussins, sur des couches recouvertes de fourrure, tous ensevelis, sous le voile radieux des rêves. Conan sentit sa peau frémir entre ses massives épaules. Ce n'était pas très réconfortant de penser que des centaines de personnes étaient ainsi étendues, froides et immobiles, dans toutes les salles tapissées des palais, leurs yeux vitres tournés vers le ciel, sans rien voir. Puis il demanda. « Et quelle est cette chose qui s'est glissée dans la chambre et qui a emmené l'homme étendu sur le divan ?» Un frisson parcourut les membres d'Ivoire. C'est Tog, l'ancien, le dieu de Xutal. Il habite dans le dôme souterrain qui se trouve au centre de la ville. Il a toujours habité Xutal. On ne sait s'il est venu ici avec ceux qui construisirent la ville, ou s'il se trouvait déjà là lorsqu'ils arrivèrent. Mais les habitants de Xutal le vénèrent. Le plus souvent il dort dans les profondeurs de la ville, mais parfois, à intervalles réguliers, il a faim. Alors il se glisse furtivement à travers les couloirs secrets, pénétrant dans les pièces faiblement éclairées, à la recherche d'une proie. En de tels instants, personne n'est en sécurité. Natala poussa un gémissement de terreur, et s'accrocha au cou puissant de Conan, comme si on cherchait à l'arracher à son protecteur. « Crom !» lança-t-il, frappé d'étonnement. « Vous voulez dire que ces gens restent couchés tranquillement, et dorment, alors que ce démon rôde autour d'eux ?»« Cela n'arrive qu'occasionnellement, lorsqu'il a faim, » répondit-elle. « Un dieu a droit à des sacrifices. Lorsque j'étais enfant, en Stygie, les gens vivaient sous la domination des prêtres. Personne ne savait jamais quand il ou elle allait être saisi et traîné vers l'autel. Où se trouve la différence? Que les prêtres offrent une victime au dieu, ou bien que le dieu vienne la chercher lui-même? Ce n'est pas la coutume de mon peuple, gronda Conan, ni celle du peuple de Natala. Les Iboriens ne font pas de sacrifices humains à leur dieu, Mitra. Quant à mon peuple, par Crom, j'aimerais bien voir un prêtre essayer d'entraîner un cimérien vers l'autel. Il y aurait bien du sang de versé, mais pas comme le prêtre l'aurait prévu. « Vous êtes un barbare, » dit Alice en riant, mais une flamme plaça dans ses yeux lumineux. « Tog est très vieux et redoutable. Ces gens doivent être des imbéciles, ou alors des héros, » grogna Conan, « pour dormir plongés dans leurs rêves ineptes, sachant qu'ils peuvent se réveiller dans son ventre. » Elle éclata de rire. « Ils ne connaissent pas d'autre manière de faire. Depuis d'innombrables générations, Tog choisit ses victimes parmi eux. Il a été l'une des causes qui les ont décimés. Ils étaient plusieurs milliers. Ils ne sont plus que quelques centaines. Encore quelques générations et ils disparaîtront. Tog devra s'en aller dans une autre partie du monde, à la recherche de nouvelles proies, ou bien repartir vers le monde souterrain d'où il sortit un jour, il y a très longtemps de cela. Ils savent qu'ils sont condamnés, mais ils sont fatalistes, incapables de résister ou de s'enfuir. Aucun homme de la génération présente ne s'est jamais éloigné de ces murs. Il y a une oasis à un jour de marche, dans la direction du sud. Je l'ai vu sur les anciennes cartes que leurs ancêtres ont dessinées sur du parchemin. Mais aucun homme de Xutal ne s'y est rendu depuis 3 générations, et à plus forte raison, n'a tenté d'explorer les prairies fertiles, qui selon les cartes se trouvent à un jour de marche de cette oasis. Ils font partie d'une race en voie d'extinction, noyés par les rêves engendrés par le lotus, stimulant leurs instants de veille au moyen de ce vin doré qui cicatrise les blessures, prolonge la vie et redonne une nouvelle vigueur au débauché le plus rassasié. Cependant, ils se cramponnent à la vie et craignent la divinité qu'ils vénèrent. Vous avez vu comment l'un d'entre eux est devenu fou en apprenant que Tog rôdait dans le palais? J'ai vu la cité tout entière hurler de terreur et les gens s'arracher les cheveux, se précipiter au dehors en courant comme des forcenés, pour aller se cacher à l'extérieur des remparts, et tirer au sort celui qui serait attaché et ramener dans la ville pour satisfaire la convoitise et la faim de Tog. S'ils n'étaient pas tous assoupis en ce moment, la nouvelle de sa venue les aurait rendus fous furieux,
il se serait précipité à l'extérieur de la ville, en hurlant. « Oh, Conan !» implora Natala, proche de l'hystérie. « Allons-nous-en d'ici !»« En temps voulu !» murmura Conan, et ses yeux s'enflammèrent comme il contemplait le corps d'ivoire de Thalys. « Et toi, une Stygienne, que fais-tu ici ?»« Je suis venue ici quand j'étais jeune fille, » répondit-elle, en s'adossant avec grâce au divan de velours et croisant ses doigts délicats derrière sa tête brune. « Je suis la fille d'un roi, et non une femme du peuple, comme tu peux le voir à ma peau, qui est aussi blanche que celle de ta petite amie blonde. J'ai été enlevée par un prince rebelle, qui avec une armée d'archers cushites s'enfonça dans le désert, vers le sud, à la recherche d'un territoire. Lui et tous ses guerriers périrent dans le désert, à l'exception d'un seul, qui, avant de mourir, me mit sur un chameau et avança, marchant à côté de lui, jusqu'à ce qu'il s'écroule et meure sur la piste. L'animal a continué à avancer sous l'effet de la soif et de la faim. Je suis tombé dans le coma. Quand je me suis réveillé, je me trouvais dans cette cité. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient aperçu depuis les remparts, tôt à l'aube, gisant sans connaissance à côté du cadavre d'un chameau. Ils accoururent et me ramenèrent, puis me ranimèrent en me faisant boire leur merveilleux vin doré. Et seule la vue d'une femme avait pu les pousser à s'aventurer aussi loin de leurs murs. Ils furent naturellement très intéressés par une femme, spécialement les hommes. Comme je ne pouvais parler leur langue, ils apprirent à parler la mienne. Ils ont une intelligence très vive et très grande. Ils parlaient ma langue bien longtemps avant que j'aie appris la leur. Mais ils s'intéressaient davantage à ma personne qu'à la langue que je parlais. J'ai été, et suis, la seule chose pour laquelle l'un d'entre eux abandonnera pour un instant ses rêves produits par le lotus. Elle rit d'un air pervers, ses yeux effrontés brillant d'une lueur significative à l'adresse de Conan. Bien sûr, les femmes sont jalouses de moi, poursuivit-elle tranquillement. Elles sont belles à leur manière, avec leur peau jaune. Mais elles sont aussi rêveuses et indécises que les hommes, et ceux-ci me préfèrent, non seulement pour ma beauté, mais pour ma réalité. Je ne suis pas un rêve. Bien que j'ai connu les rêves procurés par le lotus, je suis une femme normale, avec des sentiments et des désirs terrestres. Avec leurs yeux dilatés, les femmes jaunes ne peuvent rivaliser avec moi. C'est pourquoi il vaudrait mieux trancher la gorge de cette fille avec votre sabre, avant que les hommes de Xutal ne se réveillent et ne s'emparent d'elle. Ils lui montreraient de quoi ils sont capables, mais d'une façon dont elle n'a pas idée. Elle est trop faible pour supporter tout ce que j'ai pu supporter. Je suis une fille de la luxure. Avant même mes 15 printemps, j'étais emmenée dans les temples de Derketo, la sombre déesse, et initiée au mystère. Non pas que mes premières années passées à Xutal aient été des années de plaisir monotone. Ce qu'ont oublié les hommes de Xutal, jamais les prêtresses de Derketo n'ont même pu le rêver. Ils vivent uniquement pour la joie des sens. Rêvés ou réels, leurs vies sont remplies d'extases merveilleuses, dépassant ce que connaissent ordinairement les hommes. « Maudit dégénéré !» gronda Conan. « C'est un point de vue, » dit indolemment Thalys en souriant. « Allons, » décida-t-il, « nous perdons du temps. Je vois bien que cet endroit n'est pas fait pour des mortels ordinaires. Nous serons loin avant que vos dégénérés mentaux ne se réveillent, ou que Tog ne vienne nous dévorer. Je pense que le désert est préférable. » Natala, dont le sang s'était figé dans les veines en entendant les paroles de Thalys, accueillit avec chaleur cette idée. Elle ne parlait que des brides de Stygiens, mais elle le comprenait. Conan se leva, l'attirant à lui. « Si tu veux bien nous montrer le plus court chemin pour sortir de cette cité, gronda-t-il, nous partirons. » Mais son regard s'attardait sur les membres gracieux de la Stygienne et sur ses seins d'ivoire. Celle-ci ne se méprit pas sur son regard, et elle sourit d'une manière énigmatique, alors qu'elle se levait avec la souplesse paresseuse d'un grand chat. « Suivez-moi, » leur dit-elle, en passant devant eux pour leur montrer le chemin, ayant conscience des yeux de Conan fixés sur sa silhouette élancée et sur son port parfaitement assuré. Elle ne prit pas le chemin par lequel ils étaient venus. Mais avant que les soupçons de Conan puissent être éveillés, elle s'arrêta dans une vaste pièce aux décorations d'ivoire, et désigna une petite fontaine qui chantait au milieu du sol en ivoire. « Ne désires-tu pas laver ton visage, mon enfant ?» demanda-t-elle à Natala. « Il est couvert de poussière, ainsi que tes cheveux. » Natala rougit, blessée par la suggestion malicieuse que venait de lui faire la Stygienne sur un ton légèrement moqueur. Mais elle s'en accommoda, se demandant tristement quel ravage avait causé le soleil et le vent du désert sur le teint de son visage, pour lequel les femmes de sa race étaient justement renommées. Elle s'agenouilla devant la fontaine, releva en arrière ses cheveux, fit glisser sa tunique jusqu'à la taille et commença à se laver, non seulement le visage, mais aussi ses bras blancs et ses épaules. « Par Crom !» grogna Conan. « Une femme ne cessera donc jamais de s'occuper de sa beauté, même si le diable est à ses trousses.
Dépêche-toi, ma fille. Tu seras de nouveau couverte de poussière avant que nous soyons hors de vue de la ville. Et Thalys, je te serais obligé si tu pouvais nous procurer de la nourriture et à boire. » Pour toute réponse, Thalys vint vers lui, glissant l'un de ses bras blancs autour de ses épaules brunies. Son flanc doux et nu se pressa contre sa cuisse, et le parfum de ses cheveux soyeux pénétrèrent ses narines. « Pourquoi affronter le désert ?» chuchota-t-elle, sur un ton sollicitant. « Reste ici. Je t'apprendrai les coutumes de Xutal. Je te protégerai. Je t'aimerai. Tu es un homme réel. Je suis las de ces dégénérés qui soupirent, rêvent et s'éveillent pour rêver de nouveau. Je désire ardemment la passion violente et réelle d'un homme qui vit sur terre. Le feu de tes yeux farouches fait battre mon cœur dans mon sein, et le contact de tes bras aux muscles d'acier me rend folle. Reste ici. Je ferai de toi le roi de Xutal. Je te montrerai tous les mystères antiques et les voies merveilleuses du plaisir. Elle avait passé ses deux bras autour de son cou et se dressait sur la pointe des pieds, son corps frissonnant contre le sien. Par-dessus son épaule d'ivoire, il vit Natala, qui rejetait en arrière sa chevelure humide et décoiffée, s'immobilisait soudain, ses jolis yeux s'agrandirent et ses lèvres rouges s'ouvrirent, pour laisser passer un « Oh !» choqué. Avec un grognement embarrassé, Conan rejeta les bras de Thalys qui l'enlaçait, et il la repoussa d'un seul de ses bras vigoureux. Elle lança un regard rapide vers la fille brythunienne, et sourit mystérieusement, semblant nourrir dans sa jolie tête de mystérieuses pensées. Natala se releva et remit sa tunique d'un mouvement brusque, les yeux flamboyants, ses lèvres faisant une moue maussade. Conan jura doucement. Il n'était pas plus monogame par nature que n'importe quel soldat de fortune, mais il possédait une bienséance innée qui était la meilleure garantie pour Natala. Thalys ne poursuivit pas sa requête. Les invitant à la suivre d'un mouvement de sa jolie main, elle fit demi-tour et traversa la pièce. Elle s'arrêta soudain près d'un mur recouvert d'une tapisserie. Conan, qui l'observait, se demanda si elle avait entendu les bruits produits par le monstre innommable, rôdant dans les pièces plongées dans la pénombre. Il eut la chair de poule à cette pensée. « Qu'as-tu entendu » demanda-t-il. « Regarde cette porte, » répondit-elle, en pointant son doigt. Il se retourna, prêt à frapper de son épée. Mais son regard ne rencontra que la voûte déserte de l'entrée. Puis derrière lui s'éleva un bruit rapide de lutte, suivi d'une exclamation à demi étouffée. Il se retourna. Thalys et Natala avaient disparu. La tapisserie retomba. On eût dit qu'elle avait été soulevée du mur. Comme il ouvrait la bouche, déconcerté, un hurlement assourdi lui parvint de derrière la tapisserie. C'était la voix de la fille de Brithunie. Partie 2. Lorsque Conan s'était retourné, répondant à la prière de Thalys pour regarder la porte d'en face, Natala se tenait juste derrière lui, à côté de la Stygienne. Aussitôt que le Cimmérien eut le dos tourné, Thalys, avec la rapidité presque incroyable d'une panthère, appliqua sa main contre la bouche de Natala, étouffant le cri qu'elle voulait pousser. En même temps, la Stygienne passa son autre bras autour de la taille souple de la jeune fille blonde, et celle-ci fut rejetée en arrière contre le mur, qui céda quand l'épaule Thalys s'appuya contre lui. Une section du mur s'ouvrit, découvrant un orifice dans la tapisserie, à travers lequel Thalys se glissa avec sa captive, juste comme Conan se retournait. De l'autre côté, ce fut l'obscurité complète lorsque la porte secrète se referma. Thalys resta un instant à tâtonner vers elle, sans doute pour repousser un verrou. Mais quand elle retira sa main de la bouche de Natala pour accomplir ce geste, la fille de Brithunie se mit à hurler à tue-tête. Le rire de Thalys fut comme un miel empoisonné dans ces ténèbres. « Crie si tu veux, petite idiote. Cela ne fera qu'abréger ta vie. » À ces mots, Natala s'arrêta brusquement de crier, et se tapit, tremblant de tous ses membres. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-elle. « Qu'avez-vous l'intention de faire ?»« Je vais t'emmener un peu plus loin dans ce couloir, » répondit Thalys, « et te laisser là, pour quelqu'un qui, tôt ou tard, viendra te chercher. »« Oh ! Oh !» La voix de Natala se brisa en un sanglot de terreur. « Pourquoi voulez-vous me faire du mal? Je ne vous ai rien fait. »« Je veux ton guerrier. Tu te trouves sur mon chemin. Il me désire. J'ai vu son regard. Si tu n'es plus là, il acceptera de rester ici et d'être mon roi. Quand je me serai débarrassé de toi, il me suivra. Il vous tranchera la gorge, » répondit Natala avec conviction, connaissant Conan mieux que Thalys. « Nous verrons bien, » répliqua la Stygienne froidement, confiante en son pouvoir sur les hommes. « En tout cas, tu ne sauras jamais s'il m'a poignardé ou embrassé, parce que tu vas être l'épouse de celui qui demeure dans les ténèbres. Avance !» À demi-folle de terreur,
Natala se débattit farouchement, mais cela ne lui servit à rien. Avec une vigueur que Natala n'aurait jamais cru possible chez une femme, Thalys la prit dans ses bras et la porta le long du couloir obscur, comme si elle avait été une enfant. Natala n'osa pas hurler une nouvelle fois, se rappelant les sinistres paroles de la Stygienne. Les seuls sons qu'elle entendait étaient ceux de sa respiration rapide et éperdue, et le rire lascif, légèrement moqueur de Thalys. Puis la main de la Brythunienne, qui s'agitait dans le vide, se referma sur quelque chose dans l'obscurité. La garde d'un poignard, incrusté de pierres précieuses, qui dépassait de la ceinture décorée de bijoux de Thalys. Natala s'en saisit, et frappa au hasard, de toute sa force de jeune fille. Un hurlement sortit des lèvres de Thalys, féline dans sa douleur comme dans sa rage. Elle chancela, et Natala, se dégageant de son étreinte qui se relâchait, meurtrit cruellement son corps délicat, en tombant sur le sol de pierre lisse. Se relevant, elle courut vers la paroi la plus proche et resta là, palpitante et tremblante, s'aplatissant contre les pierres. Elle ne voyait pas Thalys, mais elle pouvait l'entendre. La Stygienne, de toute évidence, n'était pas morte. Elle était en train de vomir des torrents d'imprécations, et sa rage était si violente et meurtrière que Natala sentit ses os mollir et son sang se glacer. « Où es-tu, petite diablesse » cria Thalys. « Attends que je t'attrape à nouveau, je te... » Natala se sentit mal, rien qu'à entendre Thalys décrire les représailles physiques qu'elle avait l'intention de faire subir à sa rivale. Le langage de la Stygienne aurait fait rougir le courtisan le plus coriace de toute la Kylonie. Natala l'entendit chercher quelque chose à tâtons. Puis la lumière jaillit. De toute évidence, aussi grande que soit la peur de Thalys en face de ce couloir sombre, sa colère avait pris le dessus. La lumière provenait de l'une de ces pierres précieuses au radium qui décoraient les murs de Xutal, celle que Thalys avait frottée. À présent, elle se dressait, baignant dans son éclat rougeâtre. Une lumière différente de celle émise dans le palais. Thalys pressait une de ses mains de son côté, et du sang coulait entre ses doigts, mais elle ne paraissait pas affaiblie ni profondément blessée, et ses yeux brillaient de méchanceté. Le peu de courage qui restait à Natala l'abandonna, à la vue de la Stygienne qui se dressait dans cet éclairage sinistre. Son splendide visage était déformé par une haine passionnée, qui n'était rien moins qu'infernale. Alors, elle s'avança de sa démarche de panthère, retirant sa main de son côté blessé, et secouant avec impatience les gouttes de sang de ses doigts. Natala comprit qu'elle n'avait pas gravement blessé sa rivale. La lame avait glissé sur les pierres précieuses de sa ceinture, et causé une blessure très superficielle, qui n'avait fait qu'exciter la fureur effrénée de la Stygienne. « Donne-moi cette dague, petit imbécile !» gronda-t-elle, en avançant rapidement vers la fille recroquevillée sur elle-même. Natala savait qu'elle aurait dû se battre pendant qu'elle en avait encore la possibilité, mais elle se sentait, simplement, vidée de courage. N'ayant jamais été une combattante, les ténèbres, la violence et l'horreur de son aventure l'avaient amollie, physiquement et mentalement. Thalys arracha la dague de ses doigts flasques et la jeta au loin avec dédain. « Espèce de petite catin !» gronda-t-elle entre ses dents, frappant méchamment la jeune fille de son autre main. « Avant de te faire descendre le couloir et de te donner en pâture à Tog, je vais d'abord m'offrir un peu de ton sang, moi aussi. Tu as osé me donner un coup de couteau. Eh bien, tu vas payer pour cette audace !» La saisissant par les cheveux, Thalys la traîna sur une courte distance dans le couloir, au bord du cercle de lumière. Un anneau de métal apparaissait dans le mur, à la hauteur de la tête d'un homme. À cet anneau pendait un cordon de soie. Comme dans un cauchemar, Natala sentit qu'on lui arrachait sa tunique, et l'instant d'après, Thalys leva brutalement ses poignets pour les attacher à l'anneau, où elle resta suspendue, nue comme au jour de sa naissance, ses pieds touchant à peine le sol. Tordant la tête, Natala vit Thalys décrocher un fouet aux manches incrustées de gemmes, accroché au mur à côté de l'anneau. Les lanières consistaient en 7 cordes de soie, plus cruelles, bien que plus souples que les lanières de cuir. Avec un sifflement de plaisir vindicatif, Thalys tendit le bras, et Natala poussa un cri perçant lorsque les cordes s'enroulèrent autour de ses reins. La jeune fille torturée se tordit, se débattit et se tendit, blessant cruellement ses poignets retenus par les lanières. Elle avait oublié la menace qui rôdait et que ses cris pouvaient attirer. Thalys, apparemment, avait fait de même. Chaque coup lui arrachait des cris de douleur. Les coups de fouet que Natala avait reçus dans les marchés d'esclaves de Shem paraissaient insignifiants à côté de ceux-ci. Elle n'aurait jamais cru que des coups infligés avec des cordes de soie, fortement tressées, puissent être aussi cruels. Leur caresse était infiniment plus douloureuse que celle de n'importe quelle verge de bouleau ou lanière de cuir,
Elle sifflait méchamment en fendant l'air. Puis, comme Natala tordait son visage, souillé de larmes, par-dessus son épaule pour crier grâce, quelque chose arrêta ses cris. Et, dans ses beaux yeux, la souffrance fit place à une horreur paralysante. Surprise par son expression, Thalys rota sa main qui se levait pour frapper, et se retourna, vive comme une chatte. Trop tard. Un cri horrible jaillit de ses lèvres, comme elle reculait, levant les bras. Natala aperçut un instant son visage blanc de peur, se détachant sur la grande masse noire informe qui se dressait devant elle. Puis la silhouette pâle de Thalys disparut, et l'ombre se retira en l'emportant. Dans le faible halo lumineux, Natala resta attachée à demi évanouie de terreur. Des ténèbres intenses lui parvinrent des bruits auxquels elle ne pouvait donner aucune signification, et qui lui glacèrent le sang. Elle entendit la voix de Thalys qui implorait sur un ton éperdu. Mais aucune voix ne lui répondit. On n'entendait que la voix haletante de la Stygienne, qui soudain se transforma en hurlement d'agonie. Puis elle se brisa en un rire hystérique, entremêlé de sanglots. Celui-ci décrut en un halètement convulsif. Bientôt il cessa à son tour, et un silence, plus terrible encore, régna sur le couloir secret. Malade de terreur, Natala se tordit sur ses liens et osa regarder, emplie de terreur, dans la direction où la forme sombre avait emporté Thalys. Elle ne vit rien, mais sentit une menace invisible, encore plus effroyable que tout ce qu'elle pouvait concevoir. Elle combattit la folie qui montait en elle. Ses poignets meurtris, son corps endolori était oublié devant ce péril qui menaçait, elle le sentait obscurément, non seulement son corps mais aussi son âme. Elle scrutait les ténèbres qui s'étendaient au-delà du léger halo lumineux, raidis par la peur de ce qui pouvait surgir. Un sanglot étranglé s'échappa de ses lèvres. Les ténèbres prenaient forme. Quelque chose d'énorme et de volumineux grandissait, sortant de l'ombre. Elle aperçut une tête géante, difforme, qui apparut à la lumière. Du moins, elle prit cela pour une tête, bien que cette chose ne ressemblât à aucune créature normale ou saine d'esprit. Elle vit une énorme face ressemblant à celle d'un crapaud, dont les traits étaient aussi ternes et imprécis que ceux d'un spectre reflété dans un miroir de cauchemar. De grandes taches de lumière, qui étaient peut-être des yeux, clignèrent vers elle, et elle trembla devant la luxure cosmique qu'elle contenait. Elle n'aurait pu décrire le corps de la créature. Ses contours semblaient flotter et se modifier subtilement, alors même qu'elle les regardait. Pourtant, sa substance était apparemment solide, et ne présentait rien de spectral ou de brumeux. L'être approchait d'elle, mais elle n'aurait pu dire s'il marchait, se traînait, volait ou rampait. Son moyen de locomotion dépassait sa compréhension. Lorsqu'il émergea de l'ombre, elle demeura toujours aussi incertaine sur sa nature. La lumière projetée par les pierres précieuses au radium ne l'éclairait pas, comme elle aurait éclairé une créature ordinaire. Les détails de son corps demeuraient toujours obscurs et indistincts, bien qu'il se soit arrêté si près d'elle qu'il pouvait presque toucher sa chair frémissante. Seule la face aveuglante, semblable à celle d'un crapaud, se détachait avec quelque netteté. La chose était une tache floue, une flétrissure d'ombre qu'une lumière normale ne pouvait ni dissiper ni éclairer. Elle fut persuadée qu'elle devenait folle, car elle ne pouvait dire si l'être levait les yeux vers elle ou bien s'il la dominait de toute sa masse. Elle était incapable de dire si la face indistincte et repoussante clignotait des yeux vers elle, depuis les ombres qui recouvraient ses pieds, ou bien si elle abaissait son regard vers elle depuis une hauteur immense. Mais si sa vue la convaincut que ce corps, quelles que soient ses propriétés d'altération, était cependant composé d'une substance solide, son sens du toucher lui en apporta une confirmation plus grande encore. Un membre noir, ressemblant à un tentacule, glissa le long de son corps, et elle hurla à son contact sur sa chair nue. Ce n'était ni chaud, ni froid, ni rugueux, ni doux. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait pu toucher auparavant. Et sous cette caresse, elle connut une terreur et une honte qu'elle n'avait jamais éprouvées. Toute l'obscénité et l'infamie lubrique contenues dans la fange des fosses abyssales de vie semblèrent la noyer dans des océans de souillure cosmique. Et à cet instant, elle comprit que, quelle que soit la forme de vie que représentait cette chose, ce n'était pas une créature animale. Elle se mit à hurler, irrésistiblement, et le monstre la tira, comme s'il voulait l'arracher à l'anneau par pure brutalité. Puis il y eut un grand fracas au-dessus de leur tête. Une forme vola dans les airs, et vint heurter le sol de pierre. Partie 3.
Lorsque Conan se retourna et vit la tapisserie qui retombait à sa place, puis entendit le cri assourdi de Natala, il se précipita contre le mur avec un rugissement furieux. Rebondissant sous le choc qui aurait brisé les os de tout autre, il arracha la tapisserie, découvrant ce qui semblait être un mur blanc. Plein d'une rage folle, il brandit son sabre comme pour tailler à travers le marbre, lorsqu'un bruit soudain le fit se retourner, les yeux flamboyants. Une vingtaine de formes lui faisaient face. Des hommes jaunes, vêtus de tuniques pourpres, de courtes épées à la main. Comme il faisait volte-face, ils se jetèrent sur lui avec des cris hostiles. Il n'essaya pas de se les concilier. Rendu fou furieux par la disparition de sa compagne, le barbare retourna à sa nature première. Un grognement de plaisir sanguinaire sortit sourdement de sa gorge de taureau. Le premier attaquant, sa courte épée surprise par le sabre qui s'abattit en sifflant, s'effondra, sa cervelle jaillissant de son crâne fondu en deux. Se retournant avec l'agilité d'un chat, Conan trancha un poignet qui se tendait vers lui, et la main serrant la courte épée vola dans les airs, en répandant une averse de gouttes rouges. Mais Conan n'arrêta pas, et n'eut pas un seul instant d'hésitation. Se déplaçant avec la souplesse d'une panthère, il évita l'attaque maladroite de deux escrimeurs jaunes, et la lame de l'un, manquant son objectif, trouva un étui dans la poitrine de l'autre. Un hurlement de terreur s'éleva devant cette mauvaise fortune, et Conan se permit un bref éclat de rire. Puis il bondit sur le côté, évitant un coup sifflant. Il sabra, plongeant sous la garde d'un autre homme de Xutal. Une longue traînée rouge apparut derrière sa lame qui chantait, et l'homme se plia en deux, les muscles du ventre tranchés. Les combattants de Xutal hurlaient comme des loups furieux. Peu habitués à se battre, ils étaient ridiculement lents et gauches, si on les comparait aux barbares, véritables tigres, dont les mouvements allaient à la vitesse de l'éclair. Cette rapidité était le résultat de nerfs d'acier, combinés à une technique de combat parfaite. Ils s'agitaient et trébuchaient, gênés par leur propre nombre. Ils frappaient trop vite ou trop tôt, et ne rencontraient que le vide. Lui n'était jamais immobile, ne restant pas un seul instant à la même place, bondissant, sautant de côté, virevoltant, se tordant. Il offrait une cible constamment mouvante à leurs épées, alors que sa propre lame courbe chantait un chant de mort à leurs oreilles. Mais quelle que soit leur faute, les hommes de Xutal ne manquaient pas de courage. Ils accouraient autour de lui, qui criaient et hachaient, et par les portes voûtées arrivaient de nouveaux assaillants, tirés de leur sommeil par ce tumulte inaccoutumé. Conan, saignant à la suite d'une blessure à la tempe, fit le vide autour de lui pendant un instant, décrivant une longue courbe meurtrière avec son sabre dégouttant de sang. Puis il jeta un bref regard à la ronde, cherchant un moyen de s'échapper. À cet instant, il vit une tapisserie s'écarter de l'un des murs, révélant un escalier étroit. Sur celui-ci se tenait un homme portant de riches habits, l'œil vague et endormi, comme s'il venait juste de se réveiller et n'avait pas encore chassé les brumes du sommeil de son cerveau. Conan vit et agit simultanément. Un bond de tigre lui fit traverser sans dommage le cercle d'épée qui l'entourait, et il s'élança vers l'escalier, la meute donnant de la voix derrière lui. 3 hommes l'attendaient au bas des marches de marbre, et il se jeta sur eux avec un fracas d'acier retentissant. Il y eut un instant éperdu, comme les lames brillèrent comme des éclairs de chaleur, puis le groupe tomba sur le côté, et Conan bondit vers l'escalier. La horde qui le poursuivait vint trébucher contre 3 formes qui se tordaient au ras des marches. L'un d'eux gisait face contre terre, baignant dans un écœurant mélange de sang et de cervelle. Un autre se tenait sur les mains, le sang jaillissant d'une manière atroce de ses veines, de sa gorge tranchée. Le 3e gémissait comme un chien agonisant, alors qu'il griffait le moignon sanglant qui avait été un bras. Comme Conan se précipitait dans l'escalier de marbre, l'homme qui se trouvait au sommet des marches sortit de sa stupeur et dégaina une épée, qui étincela froidement à la lumière du radium. Il porta une botte vers le bas, comme le barbare montait vers lui. Mais pour éviter la pointe qui se dirigeait en chantant vers sa gorge, Conan baissa la tête brusquement. La lame déchira la peau de son dos. Alors Conan se redressa et poussa son sabre vers le haut, ainsi qu'il l'aurait fait avec un couteau de boucher, de toute la force de ses puissantes épaules. Si terrible fut la poussée en avant de tout son corps, que la résistance provoquée par son sabre enfoncé jusqu'à la garde dans le ventre de son ennemi ne l'arrêta même pas. Il heurta le corps du malheureux et rebondit contre lui, le poussant sur le côté. Le choc envoya Conan s'écraser contre le mur. L'autre, le corps ouvert par le sabre, tomba la tête la première dans l'escalier, se déchirant de la colonne vertébrale jusqu'à l'aine,
et laissant apparaître un sternum brisé. En un amas horrible d'entrailles qui jaillissaient, le corps roula au bas des marches, venant heurter les hommes qui accouraient et les entraîner avec lui. À demi assommé, Conan s'appuya contre le mur un instant, abaissant les yeux vers eux. Puis, secouant d'un geste arrogant son sabre dégouttant de sang, il bondit vers le haut des marches. En entrant dans la chambre du haut, il s'arrêta un court instant, suffisamment pour s'assurer qu'elle était déserte. Derrière lui, la horde hurla avec horreur et une colère si véhémente qu'il comprit qu'il venait de tuer sur cet escalier un personnage important, probablement le roi de cette fantastique cité. Il se mit à courir au hasard, sans but précis. Il souhaitait désespérément retrouver et secourir Natala, qui, il en était sûr, avait un besoin urgent de son aide. Mais, poursuivi comme il l'était par tous les guerriers de Xutal, il ne pouvait que continuer à courir, s'en remettant à sa chance pour leur échapper et la retrouver. Dans ces chambres du haut, obscures ou faiblement éclairées, il fut bien vite désorienté, et ne fut pas étonné de se retrouver au milieu d'une salle dans laquelle ses poursuivants venaient juste d'apparaître. Ils hurlèrent des cris de vengeance, et se précipitèrent sur lui. Mais avec un grondement de dégoût, il fit demi-tour et s'enfuit par là où il était venu. Du moins pensa-t-il que c'était là le chemin qu'il venait d'emprunter. Mais lorsqu'il arriva dans une pièce particulièrement décorée, il comprit son erreur. Toutes les chambres qu'il avait traversées depuis qu'il se trouvait à l'étage supérieur s'étaient révélées vides, tandis que celle-ci avait un occupant, qui se redressa en criant quand il entra précipitamment. Conan aperçut une femme à la peau jaune, au corps nu et couvert de bijoux précieux, qui le regardait avec des yeux étonnés. Le temps qu'il jeta un regard sur elle, elle avait levé la main et tiré sur un cordon de soie suspendu au mur. Alors le sol se déroba sous ses pieds, et le rétablissement prodigieux qu'il tenta ne put l'empêcher d'être précipité vers les noirs abîmes qui s'ouvraient sous lui. Il ne tomba pas très longtemps, bien que cela eût été largement suffisant pour rompre les jambes d'un homme qui n'eût pas possédé son ossature et sa détente d'acier. Il heurta le sol, retombant tel un chat sur ses pieds et sur une seule main, gardant l'autre instinctivement sur la garde de son sabre. Un cri familier parvint à ses oreilles, tandis qu'il se redressait, pareil à un lynx qui bondit en avant, en découvrant ses griffes. Et Conan, glissant un regard sous sa chevelure embroussaillée, aperçut la blanche silhouette nue de Natala, qui se tordait sous l'étreinte lubrique du nombre de cauchemars, qui ne pouvaient avoir été engendrés que par les fausses oubliées de l'enfer. La seule vue de cette forme terrifiante aurait pu glacer de peur le cimérien. Mais la vision de sa compagne, en danger, fit monter un flot rouge de fureur meurtrière dans son cerveau, et dans un brouillard cramoisi, il frappa le monstre. Celui-ci lâcha la fille, se retournant vers son assaillant, et le sabre du cimérien furieux, vibrant à travers l'air, fendit la masse sombre et visqueuse et résonna en heurtant le sol de pierre, provoquant des étincelles bleues. Conan tomba à genoux sous la violence du coup. La lame tranchante n'avait pas rencontré la résistance à laquelle il s'attendait. Comme il se relevait d'un bond, la chose fut sur lui. Elle s'éleva au-dessus de lui comme une nuée noire et gluante. Elle sembla glisser vers lui en des ondulations presque liquides, pour le recouvrir et l'engloutir. Son sabre tailladant furieusement la transperçait à coups répétés. Son poignard la déchirait et la lacérait. Il fut inondé d'un liquide gluant, qui devait être sans doute son sang. Cependant, sa rage n'en était nullement diminuée. Il n'aurait pu dire s'il était en train de taillader ses membres ou s'il ne faisait que fendre une masse qui se refermait sitôt qu'il retirait sa lame tranchante. Il oscillait d'avant en arrière sous la violence de ce terrible combat, et il avait l'impression troublante qu'il ne se battait pas contre un seul être, mais contre un ensemble de créatures fatales. La chose semblait le mordre, le griffer, l'écraser et l'assommer tout à la fois. Il sentait des griffes et des serres lacérer sa chair. Des tentacules flasques, pourtant durs comme le fer, se refermèrent autour de ses membres et de son corps. Et, pire que tout, quelque chose ressemblant à un fouet de scorpion s'abattait sans cesse sur ses épaules, son dos et sa poitrine, déchirant sa peau et versant dans ses veines un poison qui le brûlait comme un feu liquide. Ils avaient roulé au-delà du cercle de lumière, et c'était dans l'obscurité la plus complète que se battait le cimérien. Une fois, il enfonça ses dents comme une bête féroce dans la substance flasque de son adversaire. Son cœur se souleva lorsque la chose se tordit et s'agita ainsi qu'une matière élastique vivante entre ses mâchoires d'acier. Durant l'ouragan de cette bataille, ils avaient roulé peu à peu, s'enfonçant de plus en plus bas dans le souterrain. Conan était saisi de vertige sous l'aiguillon de la douleur. Sa respiration devint un halètement sifflant entre ses dents. Levant les yeux au-dessus de lui, il aperçut une énorme face,
ressemblant à celle d'un crapaud, faiblement éclairée par une lueur fantastique qui semblait émaner de son corps. Avec un cri étranglé, qui était à moitié un juron, à moitié une exclamation de douleur violente, il porta une botte dans sa direction, enfonçant de toutes ses forces qui faiblissaient le sabre jusqu'à la garde, un peu au-dessus du visage effroyable. Un frémissement convulsif parcourut l'énorme masse, qui recouvrait à moitié le cimérien. Avec un mouvement soudain et brutal de contraction et d'extension, la chose retomba en arrière, boulant à présent avec une hâte éperdue vers le bas du couloir. Conan roulait avec elle, meurtri, battu, invincible, s'accrochant comme un bulldog à la poignée de son sabre qu'il ne pouvait retirer, remuant et plongeant dans la masse frémissante le poignard qui, dans sa main gauche, la découpait en lambeaux. La chose tout entière brillait à présent d'une étrange lueur phosphorescente, et cette lueur aveuglait Conan, lorsque, brusquement, la lourde masse gonflée se détacha de lui. Le sabre fut libéré et resta dans sa main fermée. Sa main et son avant-bras pendirent dans le vide, et, loin au-dessous de lui, le corps brillant du monstre tomba vers les profondeurs comme un météore. Conan, à demi assommé, s'aperçut alors qu'il se trouvait au bord d'un grand puits circulaire, dont le pourtour de pierre était tout gluant. Il resta là à contempler la lueur agitée de convulsions, qui diminuait sans cesse, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au milieu d'une surface à l'éclat sombre, qui, paraissant s'élever, vint à sa rencontre. Pendant un instant, une lumière surnaturelle illumina furtivement ces abîmes crépusculaires, puis elle disparut, et Conan resta ainsi, fixant les ténèbres de ces abysses ultimes d'où ne parvenait aucun bruit. Partie 4. Tirant vainement sur les cordons de soie qui déchiraient ses poignets, Natala cherchait à voir dans les ténèbres au-delà du cercle lumineux. Sa langue semblait gelée contre son palais. Dans ces ténèbres, elle avait vu disparaître Conan, engagé dans un combat mortel avec le démon inconnu, et les seuls bruits qui étaient parvenus à ses oreilles tendues avaient été les exclamations étranglées du barbare, le choc des corps qui luttaient, le bruit sourd des coups féroces qu'ils se portaient. Puis le silence retomba, et Natala se tordit follement sur ses cordes à demi évanouie. Un bruit de pas la tira de cette stupeur provoquée par toutes ces horreurs, et elle vit Conan émerger des ténèbres. À sa vue, elle retrouva sa voix et poussa un cri aigu, qui se répercuta jusqu'au bas du tunnel voûté. Le traitement que le cimérien avait subi était épouvantable à voir. À chaque pas, il perdait du sang. Son visage était écrasé et meurtri, comme s'il avait été frappé avec une canne plombée. Ses lèvres étaient sanguinolentes et du sang coulait le long de son visage, d'une blessure au crâne. Il présentait de profondes entailles aux cuisses, aux mollets et aux avant-bras, et de grandes meurtrissures apparaissaient sur ses membres et son corps, produites par les chocs répétés contre le sol de pierre. Mais c'étaient ses épaules et son dos, et le haut de sa poitrine, qui avaient le plus souffert. La chair était meurtrie, boursouflée et lacérée. La peau pendait en lambeaux, comme s'il avait été frappé par des fouets métalliques. « Oh, Conan !» sanglota-t-elle. « Que t'est-il arrivé ?» Il n'avait pas assez de souffle pour pouvoir parler. Mais en s'approchant d'elle, ses lèvres écrasées se tordirent pour esquisser quelque chose qui ressemblait vaguement à un sourire farouche. Sa poitrine velue, luisante de sueur et de sang, se soulevait, haletante. Lentement et péniblement, il arriva à lever les bras et à trancher les liens. Puis il retomba en arrière contre le mur et resta ainsi adossé, les jambes largement écartées et parcourues de tremblements. La fille se releva et l'étreignit comme une forcenée, en sanglotant hystériquement. « Conan, tu es blessé à mort. Qu'allons-nous faire ?» « Mais, dit-il en haletant, on ne peut pas se battre contre un démon sorti de l'enfer et s'en tirer indemne avec toute sa peau. »« Où est-il » chuchota-t-elle. « Tu l'as tué ?»« Je ne sais pas. Il est tombé dans un puits. Son corps n'était plus que lambeaux sanglants, mais je ne sais pas si on peut le tuer avec une épée. »« Oh, ton pauvre dos !» gémit-elle, en se tendant les mains. « Et il me fouettait avec un tentacule, » grimaça-t-il en poussant un juron, comme il faisait un mouvement. « Il me coupait comme du fil métallique, et me brûlait comme du poison. Mais c'est sa maudite étreinte qui m'empêchait complètement de respirer. C'était pire qu'un python. Si la moitié de mes intestins n'a pas été écrasée, j'en serais le premier étonné. »« Qu'allons-nous faire ?» sanglota-t-elle. Il leva les yeux en l'air. La trappe était fermée. Aucun bruit ne parvenait d'en haut.
Nous ne pouvons ressortir par la porte secrète, grogna-t-il. Cette pièce est remplie de cadavres. Elle doit certainement être gardée par des soldats. Ils ont dû penser que mon sort était réglé lorsque j'ai été précipité dans cette trappe. Ou alors ils n'ont pas osé me poursuivre dans ce tunnel. Arrache du mur ces pierres précieuses de radium. Alors que je tâtonnais, cherchant mon chemin pour remonter ce corridor, j'ai senti des arches qui s'ouvraient sur d'autres tunnels. Nous suivrons le premier que nous trouverons. Il nous conduira peut-être vers un autre puits, ou bien vers l'air libre. Nous devons tenter notre chance. Nous ne pourrons pas rester à pourrir ici. Natala obéit. Alors, tenant la petite source lumineuse dans sa main gauche et son sabre ensanglanté dans la main droite, Conan commença à descendre le corridor. Il avançait lentement, d'une démarche raide. Seule sa vitalité animale le maintenait sur pied. Ses yeux injectés de sang semblaient ternis, et Natala le voyait de temps à autre lécher involontairement ses lèvres fendues. Elle comprit que ses souffrances étaient terribles, mais, avec le stoïcisme des sauvages, il ne laissa échapper aucune plainte. Bientôt la faible lumière éclaira une voûte sombre, et Conan s'engagea sous celle-ci. Natala se contracta, mais la lumière ne révéla qu'un tunnel semblable à celui qu'il venait de quitter. Pendant combien de temps avancèrent-ils ainsi? Elle n'en avait aucune idée. Puis ils gravirent un grand escalier et arrivèrent devant une porte de pierre, fermée par une serrure d'or. Elle hésita, se tournant vers Conan. Le barbare vacillait sur ses jambes. La lumière dans sa main tremblante projetait des ombres fantastiques sur le mur. « Ouvre la porte, ma fille, » murmura-t-il, d'une voix épaisse. « Les hommes de Xutal doivent nous attendre, et je ne voudrais pas les décevoir. Par Crom, je réserve à cette ville un holocauste tel que l'on n'a jamais connu. » Elle comprit qu'il délirait à moitié. Aucun bruit ne parvenait de derrière la porte. Prenant les gemmes de radium dans sa main couverte de sang, elle tira le verrou et poussa le panneau vers l'intérieur. Le dos d'une tapisserie au fil d'or se présenta à son regard. Elle la souleva et regarda prudemment. Son corps lui serrait la gorge. Elle vit alors une chambre vide, au centre de laquelle tintait une fontaine argentée. La main de Conan se posa lourdement sur son épaule nue. « Écarte-toi, ma fille !» gronda-t-il. « Le festin des épées va commencer !»« Il n'y a personne dans la chambre !» répondit-elle. « Mais il y a de l'eau !»« Je l'entends. » Il lécha ses lèvres noircies. « Nous allons boire avant de mourir. » Il semblait aveugle. Elle prit sa main souillée de taches sombres et lui fit franchir la porte de pierre. Elle avançait sur la pointe des pieds, s'attendant à voir apparaître à chaque instant une foule de silhouettes jaunes sur le seuil des portes. « Bois pendant que je monte la garde, » murmura-t-il. « Non, je n'ai pas soif. Étends-toi à côté de la fontaine, et je nettoierai tes blessures. »« Et les épées de Xutal ?» Il passait continuellement son bras sur ses yeux, comme pour éclaircir sa vue brouillée. « Je n'entends personne approcher. Tout est tranquille. » Il se laissa tomber lourdement et plongea son visage sous le jet de cristal, buvant comme s'il n'allait jamais pouvoir se désaltérer. Quand il releva la tête, ses yeux injectés de sang avaient retrouvé un peu de leur éclat normal. Il allongea ses membres puissants sur le sol marbré, ainsi qu'elle les lui avait demandé, mais il garda son sabre dans la main et ses regards épiaient sans cesse les entrées voûtées. Elle baigna sa chair déchirée et pansa les blessures les plus profondes, avec des bandes de tissu arrachées à une tenture de soie. Elle frémit à la vue de son dos. La chair en était décolorée, marbrée et parsemée de taches noires et bleues, ou, quand elle n'était pas à vif, présentait une couleur jaunâtre à soulever le cœur. Et pendant qu'elle le bandait, elle cherchait désespérément une solution à leur problème. S'il restait dans cette pièce, il finirait par être découvert. Elle ne pouvait savoir si les hommes de Xutal fouillaient le palais à leur recherche ou s'ils étaient retournés à leurs rêves. Comme elle achevait sa tâche, son corps se figea. Sous la tenture qui dissimulait en partie l'alcôve, elle venait d'apercevoir le reflet d'une peau jaune. Sans rien dire à Conan, elle se leva et traversa à pas de velours la pièce, étreignant son poignard. Son cœur battait à la suffoquer lorsqu'elle écarta prudemment la tenture. Sur la couche reposait une jeune femme jaune, nue, apparemment sans vie. Près de sa main se trouvait une jarre en jade, presque pleine d'un liquide à la couleur dorée particulière. Natala pensa que ce devait être l'élixir dont avait parlé Thalys, celui qui redonnait vigueur et énergie aux habitants dégénérés de Xutal.
Elle se pencha au-dessus de la forme étendue et saisit la jarre, son poignard toujours dirigé vers le cœur de la jeune fille. Celle-ci ne se réveilla pas. À présent qu'elle avait la jarre en sa possession, Natala hésita. Bien sûr, ce serait la solution la plus sûre pour empêcher la jeune fille endormie de se réveiller et de lancer l'alarme. Mais elle ne pouvait se résoudre à plonger le poignard du cimérien dans le cœur immobile. Finalement, elle rabaissa la tenture et revint vers Conan, qui gisait là où elle l'avait laissé, à peine conscient, semblait-il. Elle se pencha et plaça la jarre contre ses lèvres. Il but, mécaniquement au début, puis soudain avec un vif intérêt. À sa grande surprise, il se redressa et lui prit la jarre des mains. Quand il releva son visage, ses yeux étaient clairs et normaux. L'air hagard et fiévreux qui couvrait ses traits avait pratiquement disparu, et sa voix n'avait plus cette intonation particulière du délire. « Crom! Où t'es-tu procuré cela ?» Elle tendit le doigt. « Dans cette alcôve où dort une gueuse à la peau jaune. » Il pressa sa bouche contre la jarre, au liquide doré. « Par Crom !» dit-il avec un profond soupir. « Je sens une nouvelle vie et des forces neuves courir comme un feu dans mes veines. C'est assurément l'élixir de vie. » Il se leva en ramassant son sabre. « Nous ferions mieux de retourner dans le couloir, » proposa Natala, inquiète. « Nous risquons d'être découverts si nous restons ici trop longtemps. Nous pourrons nous cacher là-bas, jusqu'à ce que tes blessures se cicatrisent. »« Pas moi, » gronda-t-il. « Nous ne sommes pas des rats pour nous cacher dans des réduits obscurs. Nous allons quitter cette ville de démons tout de suite, et personne ne nous en empêchera. »« Mais tes blessures » gémit-elle. « Je ne les sens plus, » répondit-il. « Cette liqueur m'a peut-être donné une vigueur trompeuse, mais je jure que je ne ressens plus aucune souffrance, ni aucune faiblesse. » Mu par une impulsion subite, il traversa la pièce jusqu'à une fenêtre que Natala n'avait pas remarquée. Par-dessus son épaule, elle regarda au dehors. Un vent frais agita ses cheveux en broussailles. Au-dessus d'eux apparaissait un ciel de velours sombre parsemé d'étoiles. Au-dessous se déployait une étendue de sable imprécise. « Thalys a dit que la ville n'était qu'un immense palais, » dit Conan. « Manifestement, certaines des salles doivent être construites comme des tours sur les remparts. Celle-ci, par exemple. La chance a bien guidé nos pas. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, en regardant avec appréhension par-dessus son épaule. « Il y a un vase de cristal sur cette table d'ivoire, » répondit-il. « Remplis-le d'eau et noue un morceau de cette tenture autour de son bec pour en faire une ganse, pendant que je déchire cette tenture. » Elle obéit sans poser de questions. Lorsqu'elle eut terminé sa tâche, elle vit Conan lier rapidement ensemble les longues et solides bandes de soie pour en faire une corde, dont il attacha l'une des extrémités au pied de la table en ivoire massif. « Nous allons tenter notre chance avec le désert, » dit-il. « Thalys a parlé d'une oasis qui se trouvait à un jour de marche, au sud, et de prairies qui s'étendaient au-delà. Si nous atteignons l'oasis, nous pourrons y demeurer jusqu'à la guérison de mes blessures. Ce vin est un véritable breuvage magique. Il y a seulement quelques instants de cela, je ne valais guère mieux qu'un homme mort. À présent, je suis prêt à faire n'importe quoi. Et il me reste suffisamment de soie pour que tu puisses te confectionner un vêtement. » Natala avait oublié sa nudité. Le fait par lui-même ne lui causait aucun débat de conscience, mais sa peau délicate devait être protégée du soleil du désert. Pendant qu'elle drapait le morceau de soie autour de son corps svelte, Conan retourna à la fenêtre, dont il écarta avec mépris les barreaux d'or. Puis, attachant l'extrémité de la corde de soie restée libre autour des hanches de Natala, et lui recommandant de se tenir avec les deux mains, il l'aida à passer par la fenêtre, et la fit glisser jusqu'à terre le long d'un mur de plus de 30 pieds. Elle se dégagea de la ganse et ramena la corde jusqu'à lui. Il y attacha les jarres contenant de l'eau et du vin, et les fit descendre jusqu'à elle. Puis il la rejoignit en glissant doucement à la force des poignets. Celle-ci poussa alors un soupir de soulagement. Ils étaient seuls au pied du grand mur, les étoiles pâlissant au-dessus d'eux et le désert nu s'étendant devant eux. Elle ne savait pas quel péril pouvait les attendre encore, mais son cœur tressaillait d'allégresse d'avoir enfin quitté cette ville de fantômes irréels. « Ils trouveront peut-être la corde, » grogna Conan, en suspendant les précieuses jarres sur ses épaules, non sans sursauter à leur contact sur sa peau meurtrie. « Même il est possible qu'ils nous poursuivent. Mais d'après ce que Thalys a dit, j'en doute. Voici le sud. » Son bras musclé et bruni indiqua la route. « Donc l'oasis se trouve quelque part dans cette direction. En avant !» Prenant la main de Natala avec une prévenance inhabituelle chez lui, Conan avança à travers les sables, accordant son pas à celui plus petit de sa compagne. Ils ne se retournèrent pas pour regarder, derrière eux,
la ville silencieuse, plongée dans ses méditations rêveuses et sinistres. Conan, risqua Natala finalement, lorsque tu t'es battu avec le monstre, et que, plus tard, tu as remonté le couloir, as-tu aperçu Thalys? Il secoua la tête. Le couloir était sombre, mais il était vide. Elle frissonna. Elle m'a torturé. Cependant, j'ai pitié d'elle. Nous avons reçu un chaleureux accueil dans cette ville maudite, grogna-t-il. Puis sa gaieté farouche réapparut. Eh bien, ils se souviendront de notre visite pendant longtemps, j'imagine. Ils auront pas mal de cervelles, d'intestins et de sang à enlever de leurs carreaux de marbre. Et si leur dieu est toujours en vie, il doit avoir plus de blessures que moi. Après tout, nous nous en tirons à bon compte. Nous avons du vin, de l'eau, et de grandes chances d'atteindre une région habitable, bien que j'ai l'air d'être passé à travers un choir à viande, et que tu es un douloureux... Tout ceci est de ta faute, l'interrompit-elle. Si tu n'avais pas regardé aussi longtemps, avec des yeux si admiratifs, cette chatte stygienne... Par Chrome et tous ces démons, jura-t-il. Quand bien même les océans engloutiraient le monde, les femmes trouveraient encore le temps d'être jalouses. Que le diable emporte leur suffisance. Est-ce moi qui ai demandé à la Stygienne de tomber amoureuse de moi? Après tout, ce n'était qu'un être humain.